Cher Thierry, c'est très sympa de se retrouver. Merci d'être là, puisque maintenant finalement on se voit toutes les semaines dans des formats différents, mais on se voit toutes les semaines. Alors j'ai décidé de changer quelques petites choses. Je suis beaucoup fait engueuler après l'émission de la semaine dernière parce que tu parlais trop loin de ton micro. Et donc on m'a dit que je t'avais censuré. L'émission, on va parler évidemment de Gaza, d'Israël, du Liban. Je fais juste une petite précision. Vous voyez, j'ai recadré Thierry en termes de vidéo. Vous le voyez d'encore plus près qu'avant. Je voulais juste dire que l'émission de la semaine dernière, elle a suscité, je voulais qu'on y réponde très rapidement, elle a suscité pas mal de commentaires puisque tu as glissé l'idée qu'après tout, peut-être il pouvait y avoir une forme de connivence, au moins tactique, entre certaines parties du régime iranien et Israël. Et donc, ça a été pris, d'abord tu as commencé à être accusé d'être un agent sioniste. Peut-être que tu n'es pas au courant, parce que tu me laisses le travail ingrat de censurer beaucoup de commentaires qui sont très limites. Et donc, cette opération, cette proposition que tu as faite a fourni un certain nombre de médias dont je ne connais pas le financement et donc je ne rentre pas dans leur jeu, a fourni à ces médias dits de résistance l'occasion d'essayer de faire des polémiques. Ah, donc est-ce que tu peux nous dire si tu es un agent sioniste? Est-ce que tu es payé par les Israéliens, Thierry? Écoutez, si c'est le cas, c'est bien caché parce que le Jérusalem Post m'avait accusé d'avoir touché $1 million de l'Iran pour révéler que Rafik Hariri n'avait pas été tué par une bombe classique. Donc si j'ai touché $1 million, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. Du gouvernement iranien, je ne vois pas trop comment je serais un agent sioniste. Mais je vais vous expliquer que ce n'est pas impossible en fait. Parce que ce que j'ai voulu raconter dans le podcast de la semaine dernière, c'est que au sein de la classe politique iranienne, il y a un petit groupe, alors c'est un petit groupe par rapport à l'Iran, mais c'est un groupe très puissant qui, lui, est pro-israélien et pro-états-unien. Alors, à quoi ça se voit? Bien, tout simplement, c'est ce groupe-là qui a organisé l'affaire Iran-Contra. C'est pas n'importe quoi, hein, cette affaire. Vous savez, c'était le système organisé par la CIA pour donner des armes aux contre-révolutionnaires au Nicaragua. C'était la fin des années Reagan. La fin des années Reagan, voilà. Et donc, qui a participé à cette opération en Iran? Premièrement, un député à l'époque, Hassan Rouhani, qui est devenu président de la République islamique par la suite. Et Hassan Rouhani a transmis le dossier au président du Majlis, le président du Parlement, qui était Rafsanjani, lui aussi devenu président de la République islamique par la suite. Et cette affaire a été, ce trafic d'armes a été si important, il a été fait avec les États-Unis et avec des armes toutes provenant d'Israël, il n'y avait pas d'armes provenant des États-Unis, tout provenait d'Israël. Rafsanjani a perçu de telles commissions sur ce trafic qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Iran. Donc ce n'est pas une blague, c'est cette proximité entre une partie de l'élite iranienne et Israël. C'est très important. Et aujourd'hui encore, autre exemple, vous savez que pendant la période du Shah, la période monarchique, l'Iran a construit un pipeline en Israël, de Haïfa à Ashkelon. Et ce pipeline est toujours, au moment où nous parlons, géré conjointement par les deux États, Israël et l'Iran. Donc,
qu'on ne nous dise pas que c'est une affaire passée. Il y a toujours une partie de l'État iranien qui entretient des relations étroites avec Israël. Et lorsque Rafsanjani a été président de la République d'Israël, il a envoyé des gardiens de la révolution pour se battre en Bosnie-Herzégovine pour le président Izetbegovic. Et là, ils étaient sous les ordres de l'OTAN. Oui, des gardiens de la révolution sous les ordres de l'OTAN. Alors, ça n'a duré qu'un an ou deux, mais ça a eu lieu. Alors, aujourd'hui, ce groupe est à la marge en Iran. Mais il est toujours là. Et moi, ce que je voulais exprimer la semaine dernière, c'est qu'il est tout à fait possible que ce groupe ait informé l'État d'Israël de là où se trouvaient les principaux dirigeants du Hezbollah qui ont été éliminés les uns après les autres. Voilà. Je pense que ce serait une erreur de ne pas considérer cette éventualité. Mais on précise quand même à cette occasion, Thierry, que notre objectif n'est pas de faire des polémiques, ni de véhiculer des théories particulières. On fait des propositions. Tu ne prétends pas détenir une vérité universelle. Mon travail n'a jamais été de prendre position. Mon travail, ça a été de comprendre ce qui se passe avec toutes ces subtilités. Et dans ce qui se passe, il y a des choses contradictoires. Je dis en Iran, il y a un groupe, il y a la majorité qui est pour la révolution romainiste et il y a un groupe au sein de l'État qui, lui, est pour la continuation du travail avec Israël et les États-Unis. Bon, ce point étant fait, on va parler de la Palestine, puisque la guerre à Gaza continue, pendant que la guerre au Liban se développe. Je voulais qu'on fasse un point sur la guerre à Gaza, puisqu'en fait, c'est un peu l'oublié. Je voyais des chiffres qui circulaient. 2% des Gazaouis seraient morts sous les bombardements depuis le 7 octobre 2023. Sur une population de 2,5 millions d'habitants à peu près. L'équivalent en France de 2%, c'est 1,3 million de personnes. C'est-à-dire que si les Israéliens traitaient la France comme ils traitent Gaza, nous aurions 1,3 million de civils français tués, ce qui est colossal. Alors, attention, quand on dit 2%, on compte à la fois les gens qui sont morts directement sous les bombes, les gens que l'on n'a pas retrouvés, que l'on retrouvera si on arrive à dégager les décombres, et surtout, tous les gens qui sont morts en prenant la fuite. Vous savez, les exodes, c'est toujours extrêmement meurtrier, mais meurtrier parce que les gens âgés meurent pendant l'exode, les bébés meurent pendant l'exode, tout ça. Les gens qui sont morts de faim, également, on n'a pas de statistiques pour ça, mais ce chiffre est établi d'après le Lancet, une publication scientifique, sur la référence de qui est vivant aujourd'hui et qui il manque. C'est cette idée-là. Voilà. Donc, on dit que 4% de la population a été blessée, c'est-à-dire équivalent de 2,5 millions de pratiquement 3 millions de Français si la guerre avait lieu en France, si cette guerre avait lieu en France. C'est-à-dire qu'on est dans des chiffres très supérieurs à ce que la France a connu en 5 ans de guerre entre 1939 et 1944-45. Et en même temps, on voit que notre ministre de l'Intérieur, qui a déjà considéré que l'état de droit pouvait être friable, en tout cas n'était pas immuable, on voit qu'il annonce une interdiction de l'antisionisme en France. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette obsession qu'il y a de commémorer les victimes civiles du 7 octobre, et je le redis, on a fait une vidéo avec Édouard lundi, on leur dit cette commémoration, moi, me paraît tout à fait légitime et ces morts sont horribles. Simplement, il y a encore plus de morts innocents de l'autre côté, du fait de bombes israéliennes, et l'Occident, finalement, dit vous n'allez plus avoir le droit de critiquer les bombardements de civils en Israël, à Gaza.
Alors, il y a une confusion entre antisémitisme et antisionisme. Sont antisionistes aujourd'hui un très grand nombre de penseurs juifs, pas simplement en Israël, mais dans l'ensemble de la diaspora. Donc, si vous considérez que tout antisioniste est antisémite, vous allez déclarer qu'un grand nombre de penseurs juifs et de rabbins juifs sont antisémites. Ça me paraît absolument absurde. Bon, mais il est vrai que l'antisionisme sert de camouflage à des gens qui sont, eux, antisémites. Ça, c'est exact. Alors, ensuite, sur les attentats du 7 octobre, nous sommes toujours dans une incertitude quant à savoir ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre. Il y a eu une attaque qui a été commise par l'ensemble de la résistance palestinienne à Gaza, et pas simplement du Hamas, puisqu'il y avait 3 autres groupes avec le Hamas. Mais surtout, nous ne savons pas qui a commis les crimes, parce que cette attaque en elle-même, elle est légitime. C'est une résistance d'un peuple opprimé face à une armée qui l'a attaqué, qui ne lui donne pas les moyens de vivre. Bon. Mais il y a eu au cours de cette opération, c'est certain, il y a eu des civils qui ont été tués, il y a eu probablement, mais ça n'est pas sûr, des viols qui ont été effectués et des gens qui ont été extrêmement maltraités. Il est également exact, et ça c'est vérifié, que des civils ont été enlevés, ce qui en soi est un crime de guerre. Mais l'essentiel des gens qui ont été enlevés n'étaient pas des civils, c'étaient des militaires. Et ce ne sont donc pas des otages, mais ce sont des prisonniers de guerre. Ça, c'est légal en droit international. D'autre part, nous savons qu'environ la moitié des gens qui sont morts le 7 octobre n'ont pas été tués par les assaillants, mais sont morts dans le cadre de l'application de la directive Hannibal par les forces de défense israéliennes. Il s'agissait pour elles d'empêcher justement que des prisonniers de guerre soient effectués et également que des otages soient pris. Donc, qui a commis les crimes dans tout ça? On n'en sait rien. On peut penser qu'il y a un mélange au minimum. On peut penser qu'un certain nombre d'opérateurs, si j'ose dire, du Hamas et de la résistance palestinienne. Oui, mais de quel groupe? Quels sont les groupes qui ont commis ça? Si on jette la responsabilité sur toute la résistance palestinienne, on a probablement tort. Et d'ailleurs, souvenez-vous que une vieille femme qui avait été enlevée, alors on ne sait pas par qui, mais qui avait été enlevée dans un des kibboutz, quand elle a été libérée, a été remercier les gens qui la détenaient à Gaza. Donc, alors cette vieille femme est une femme tout à fait pacifique, engagée dans des mouvements pacifistes et tout, mais c'est pour dire que tout jugement collectif est une erreur. Et on a utilisé les commémorations du 7 octobre pour refaire ce jugement collectif. Et ça, c'est faux, c'est gravement faux. Si tu y es prêt, j'aimerais qu'on s'apesantisse un peu sur les circonstances du 7 octobre, un an après, pour savoir ce qu'on en sait. Mais je voulais souligner quand même qu'à l'occasion de ces commémorations du 7 octobre, on a vu dans ce que j'appelle le cartel de la presse subventionnée, des articles qui avaient tous la même tonalité et les mêmes techniques rhétoriques, notamment de « c'est un pogrom », je ne sais plus quel élu a dit « est-ce qu'on imagine… » alors c'est pas un élu, c'est le président de la Fédération du commerce à distance, François Monbois, qui intervient souvent sur Sud Radio, où se produit aussi André Berkoff, dont on connaît les liens avec le sionisme très militant, les suprémacistes. François Monbois dit « Est-ce qu'on imagine la France célébrer les morts des bombardements de Dresde ?
le jour de la commémoration du massacre de Radour-sur-Glane. Donc on voit bien que partout, il y a des intervenants dont les liens avec le sionisme suprémaciste sont connus, qui nous ont sorti la même sauce et la même soupe. C'est, au fond, le 7 octobre, c'est une partie de la Shoah. Et au fond, c'est tellement horrible que ça supprime toute forme d'humanité aux Palestiniens, de même que les nazis n'avaient pas d'humanité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon toi, je vais te laisser répondre, mais est-ce qu'il y a, selon toi, aujourd'hui, une concertation dans la rhétorique destinée à nous faire admettre les massacres de civils? Alors, non seulement il y a cette concertation en France, mais elle existe à l'échelle internationale. Quand on compare les déclarations des uns et des autres, dans quelques pays de l'OTAN que ce soit, ce sont les mêmes déclarations, les mêmes mots qui sont utilisés. Donc oui, il y a une consigne qui est donnée, et oui, il y a des gens qui se mettent à répéter cette propagande. Je dis que c'est une propagande parce que, déjà, quand on compare le fait qu'on ne pourrait pas commémorer les morts de Dresde et les morts d'Oradour-sur-Glane, mais moi je peux. Voilà. Parce que les morts de Dresde, c'était une boucherie insensée qui n'a aucune raison en termes stratégiques pour une armée. Alors ça a une raison en termes politiques, puisqu'il s'agissait d'affaiblir la ville de Dresde, non pas parce qu'elle était nazie, mais parce qu'elle allait être envahie par les soviétiques. C'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a fait Nagasaki et Hiroshima? C'était pas pour obliger les Japonais à se rendre, ils avaient déjà décidé de se rendre. Mais c'est pour qu'ils se rendent non pas aux troupes soviétiques qui étaient en train d'envahir la Mandchourie, mais qu'ils se rendent aux troupes des États-Unis. Voilà. Alors, ça, ce sont des crimes de guerre, comme Oradour-sur-Glane est un crime de guerre horrible. Bon. Ensuite, le 7 octobre, je disais qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, et surtout, on ne sait pas qui est responsable du 7 octobre. C'est une opération qui a été lancée par Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, qui n'est pas un membre de la branche historique du Hamas. La branche historique, ce sont les frères musulmans, c'est eux qui ont créé le Hamas. Et les frères musulmans ne cherchent pas l'indépendance de la Palestine. Ce qu'ils cherchent, c'est de créer un califat pour l'Oumma, pour tous les pays musulmans à la fois. Donc cette branche historique, les frères musulmans, tient ses ordres de Londres, pas de Gaza, de Londres. Est-ce qu'il y a une source précise, quand tu dis ils tiennent leurs ordres de Londres, est-ce qu'il y a aujourd'hui une documentation objective sur ce lien contemporain et actuel, je veux dire? J'ai écrit un livre en 3 parties, Sous nos yeux, et il y a la partie du milieu est entièrement consacrée à cette question. Reportez-vous à cette partie. Elle est disponible entièrement en épisode sur Internet, donc vous pouvez regarder sur mon site Internet, vous trouverez ça. Et ces liens se passent comment concrètement? C'est un bureau du MI6 ou MI5 ou... À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le guide suprême des frères musulmans a été nommé par le MI6. C'est très simple, hein, il suffit de regarder la documentation disponible de cette époque. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cet organe est tenu par les Britanniques et par la suite, les frères musulmans se sont installés non pas en Égypte d'où ils sont originaires, mais carrément à Londres. Et voilà, aujourd'hui ils sont à la fois à Londres et à... Il y a un bureau officiel des frères musulmans à Londres. Oui. On peut y aller, on peut aller voir le concierge, alors, ceci dit, quand le réceptionniste. Quand on va voir
des responsables officiels des frères musulmans à Londres alors on ne les voit plus au Caire puisque maintenant ils sont interdits en Égypte, mais quand on allait les voir, on était reçu par un porte-parole qui disait « Moi je ne suis pas membre des frères musulmans ». Donc voilà. Toi, tu es allé dans le... Non, moi je n'y suis pas allé, mais j'ai un ami qui est allé se réfugier. C'est un espion suisse. Il y a eu une grande affaire en Suisse concernant la surveillance des frères musulmans en Suisse, puisque la famille Ramadan était installée en Suisse. Et un espion suisse a révélé des choses qui n'auraient pas dû être faites par les services secrets suisses, et il s'est enfui. Après, il s'est réfugié chez les frères musulmans. Et ce qu'il m'a raconté des frères musulmans est absolument rocambolesque. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est allé au siège de la confrérie et qu'il n'a trouvé que des gens lui disant « Oui, je suis là, mais je ne suis pas membre de la confrérie. » Parce que la confrérie est organisée sur un système calqué sur la Grande Loge Unie d'Angleterre, et donc personne ne dit qu'il est membre de la confrérie, même lorsque c'est totalement évident. Mais donc, est-ce que tu interprètes ça comme effectivement un côté gnostique, comme dans la maçonnerie, même si dans la maçonnerie les gens à un moment donné se dévoilent lorsqu'ils sont quand même dans l'obédience, mais dans les codes de l'obédience, mais est-ce que tu interprètes ça comme ça, ou bien est-ce que tu interprètes ça comme, au fond, il n'y a pas réellement de tête musulmane au sein de la confrérie, et ce sont... Non, il y a des têtes musulmanes au sein de la confrérie. Non. Mais ils ont, depuis 70 ans, en fait, ils ont été téléguidés par Londres. Est-ce que le Hamas a par ailleurs été téléguidé par les Israéliens? Le Benjamin Netanyahou, dans sa période précédente, avant de faire son alliance, de reconstituer les sionistes révisionnistes de Jabotinsky avec les kahanistes qu'il a aujourd'hui au pouvoir, avant cette période, oui, il a soutenu la confrérie des frères musulmans et il ne s'en est pas caché. Il a expliqué que soutenir le Hamas était un moyen de lutter contre le Fatah. Voilà. Pour en revenir au 7 octobre, donc, qui prend l'initiative au sein du Hamas? Tu me dis que c'est Sinwar qui prend l'initiative de lancer cette opération. Il crée une alliance avec d'autres, il entraîne avec lui d'autres mouvements de résistance palestiniens. Et qu'est-ce qui se passe? Comment tu interprètes ça? Alors, en 2017, a surgi au sein du Hamas un nouveau groupe. Et ce groupe est devenu militairement celui qui est important. La branche historique, avec Ralen Meshal aujourd'hui au Qatar, ça n'est qu'un petit groupe, mais c'est celui qu'on montre à la télévision. Mais les combattants, pour l'essentiel, eux, ils ont surgi après 2017. Et ils ont été formés par Qassem Soleimani, un général iranien qui a organisé l'axe de la résistance. Qui a été assassiné par les États-Unis. Donc, Qassem Soleimani avait cette idée que tous les combattants de l'axe de la résistance doivent agir dans le même objectif, mais indépendamment les uns des autres, de manière absolument autonome. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Hezbollah continue à se battre, même s'il n'a plus de tête, comme le fait remarquer le ministre de la Défense israélien. Oui, il n'a plus de tête, mais il continue à se battre, et il peut continuer longtemps à se battre sans tête. Et les Ansar Allah au Yémen est devenu aujourd'hui la principale force de l'axe de la résistance, même si on n'en parle pas trop dans nos journaux. La plus efficace, en tout cas. En partie. Elle arrive à frapper balistiquement
Le cœur d'Israël. Balistiquement au cœur d'Israël et à choisir ses cibles et à atteindre ses cibles, malgré la défense d'Israël et de l'OTAN. Et soit dit en passant, l'OTAN continue actuellement des bombardements contre les populations civiles et contre des objectifs militaires, mais aussi contre les populations civiles au Yémen. Personne ne dit rien, c'est un massacre de civils qui se poursuit. Et alors même que le centre d'analyse de West Point, de l'Académie militaire aux États-Unis, vient de publier un rapport en disant que tous ces bombardements effectués par les anglo-saxons au Yémen n'ont pas de conséquences au plan de la volonté militaire d'Ansar Allah. Ça ne change pas. Il faut comprendre comment cet axe de la résistance est constitué pour comprendre pourquoi ça ne les impacte pas. Est-ce que militairement ça les impacte? Est-ce que Ansar Allah est affaibli militairement par les frappes, les sanctions, les bombardements Certainement, comme le Hezbollah est affaibli, comme le Hamas est affaibli, comme les milices de l'axe de la résistance en Irak sont également affaiblies. Mais cette baisse de puissance n'est relativement pas importante. Parce que tous ces gens-là se sont préparés à ce type de bombardement. Pour en revenir au 7 octobre, oui. Donc, on a beaucoup été intrigué par le fait, par la chronologie des faits. Je voudrais dire aussi oui, vas-y. Cette différence entre les deux Hamas est aujourd'hui très importante. Vous savez que, à titre d'exemple, le président syrien Bachar el-Assad a reçu de manière très visible et très formelle les dirigeants du Hezbollah qui se sont ralliés à l'axe de la résistance. Mais il refuse toujours de recevoir les dirigeants du Hamas au Qatar qui lui ont livré une guerre et qui continuent à lui livrer une guerre. Donc, ce n'est pas uniquement une manière de parler quand je distingue ces choses-là. Vous devez faire la même distinction. Quand tu dis que le Hamas, branche qatari, on va dire ça comme ça, lui a fait la guerre. Branche britannique. Voilà, voilà, qataro-britannique. Ce Hamas-là a fait la guerre à Bachar el-Assad à l'époque de ISIS, de Daesh. D'abord à l'époque d'Al-Qaïda, puisque ce Hamas-là était l'allié d'Al-Qaïda contre la République arabe syrienne. Après, il est devenu l'allié de Daesh, oui. Et des militaires, des militants du Hamas, canal historique si j'ose dire, ont-ils été impliqués dans des combats contre l'armée syrienne? Absolument, absolument. Et enfin, surtout, les militants du Hamas canal historique, se sont battus contre les autres factions palestiniennes. Moi, j'ai assisté à une attaque de militants du Hamas canal historique, donc des frères musulmans en fait, avec un encadrement du Mossad et des combattants d'Al-Qaïda contre des dirigeants palestiniens en Syrie. Et ils ont même assassiné un de mes amis à ce moment-là. C'était en quelle année? C'était en 2012 à Yarmouk, la proche banlieue de Damas. Quand tu dis qu'il y avait un encadrement du Mossad, comment tu le sais? Ça a été attesté par les gens qui se sont battus sur place, et puis par les gens qui les ont vus. Donc, en fait, c'est un groupe du Hamas qui est arrivé et ils ne connaissaient pas cette ville de Yarmouk, une ville palestinienne en Syrie. Donc, c'est gouverné par la Syrie, mais c'est un camp de réfugiés palestiniens. Et
comme ils ne savaient pas où étaient les dirigeants des autres factions palestiniennes, ce sont les officiers du Mossad qui leur ont indiqué non, c'est pas cette maison, c'est celle-ci à tel étage, tout ça. Et comment a-t-il pu se faire qu'au fond, parce que ce que tu nous... Ça a été raconté à l'époque, hein, et le président de l'autorité palestinienne a publié des communiqués de soutien à la République arabe syrienne contre le Hamas à ce moment-là. Ce que tu sous-entends au fond, c'est qu'il y a eu une forme de scission et de coup d'État au sein du Hamas, c'est-à-dire que l'entité créée à Gaza... Il n'y a pas eu de coup d'État. Alors, vas-y. Il y a eu deux groupes qui se sont mis ensemble, parce que les gens qui sont à Gaza, où pouvaient-ils s'allier pour se révolter contre Israël? En fait, à Gaza, l'autorité du Hamas était omniprésente. Donc, si vous vouliez rentrer dans la résistance, vous pouviez effectivement rentrer au FPLP, au djihad islamique, mais comment savoir où ils étaient? Certains l'ont su, mais la plupart ne le pouvaient pas. Et donc, la plupart ont été au Hamas. Et au Hamas, quand ils sont entrés, avant 2017, bon, ils ont été étonnés de l'influence des frères musulmans. Et d'ailleurs, jusqu'en 2017, sur tous les documents du Hamas, c'est marqué branche palestinienne des frères musulmans, de la confrérie des frères musulmans. Bon. Et donc en 2017, ils ont dit mais nous, on n'a pas de rapport avec les frères musulmans, on veut juste nous battre pour l'indépendance de la Palestine. Et là, il y a eu un reformatage des frères musulmans en Palestine, et ils ont retiré la mention sur leur papier en tête. Ils ont publié un document donc de 2017 qui dit quel est l'objectif collectif nouveau des frères musulmans. Et ce texte ne répond pas à choisir entre les deux groupes. Il trouve une manière de parler qui est acceptable par les deux groupes. Donc on parle de la libération, mais on ne sait pas quelle libération. Libération de l'armée israélienne, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas si c'est pour créer un califat ou pour créer un État palestinien. Et qu'ont fait les gens du Hamas canal historique lorsqu'ils ont vu finalement l'arrivée, cette prise de pouvoir quand même, oui, entre guillemets, d'une jeune génération non frériste? Ben, ils ont accepté ça parce que ils se rendaient compte de la force que ça leur donnait. Donc pour en revenir au 7 octobre, on a beaucoup commenté la chronologie, c'est-à-dire que donc, le 7 octobre, on s'en souvient, c'est un samedi. Dès le jeudi soir, les services israéliens alertent leur hiérarchie sur des mouvements de troupes, enfin des mouvements inhabituels de Palestiniens à Gaza. Et finalement, il y a une réunion qui se tient le vendredi soir au sommet des services secrets, c'est attesté par la presse israélienne, ces choses ne font pas débat. Il est décidé le vendredi 6 octobre au soir par les services israéliens de ne pas intervenir, c'est-à-dire de ne pas faire revenir des troupes qui avaient été déployées en Cisjordanie vers Gaza pour prévenir un mouvement. Plus que ça. Vas-y. Plus que ça. Parce qu'on avait retiré l'ensemble des gardes frontières le long du mur de séparation. Donc, il est décidé de ne pas les remettre le 6 au soir. On sait que au plus tard, le 7 octobre au matin, à 8h du matin, Benjamin Netanyahou l'a reconnu. Dès 8h du matin, il est informé d'une opération qui commence. Qui a commencé à 6h30. Qui a commencé à 6h30. Et il est informé alors que le New York Times fait déjà, sur son site internet, a déjà des images de tout ce qui se passe. Mais en Israël, personne ne le sait. Comment tu expliques cette information du New York Times?
Ah ben, ça a donné lieu à tout un tas de débats entre le New York Times et la représentation diplomatique d'Israël aux États-Unis. Le New York Times a répondu très en détail à tout ça. Le New York Times se fondait sur les informations que lui donnait son correspondant à Gaza, qui est un Palestinien. Et la représentation diplomatique israélienne a dit « mais cet homme est un homme du Hamas, c'est pour ça qu'il a des informations avant tout le monde ». Pas du tout, c'est pas du tout un homme du Hamas. Il a pris des photos depuis le toit de sa maison. Vous savez, ce sont des toits plats là-bas. Bon, on dort même sur les toits. Donc, il a pris des photos depuis le toit de sa maison, de ce qui se passait, et voilà. Bon, et le Hamas a eu confirmation de ce qui se passait par des messages qui ont été envoyés de divers endroits. Mais les photos viennent d'une seule source. Voilà. Les photos et les vidéos d'une seule source. Donc, 8h du matin, le 7 octobre, Netanyahou est officiellement informé d'une opération du Hamas, qui est une opération d'envergure, qui est une opération d'invasion terrestre, d'une certaine façon, et l'armée israélienne ne bouge pas officiellement jusqu'à 15h. Alors, il y a des choses qui ont eu lieu à partir de 10h, mais de toute manière, rien avant. Ça, c'est ça, alors qu'ils savaient tous ce qui se passait. Voilà. Donc ça, c'est la première anomalie. C'est vraiment incompréhensible. Et la deuxième anomalie, c'est qu'on nous explique aujourd'hui que il y a eu une faille du renseignement, une faille idéologique du renseignement, parce que le renseignement israélien savait avec certitude ce qui se préparait depuis déjà de longs mois, il le savait, et il avait reçu 4 avis différents que l'opération était imminente provenant de sources étrangères, dont la CIA, et pourtant le commandement israélien n'y a pas cru. Alors, des experts expliquent qu'il est possible qu'effectivement, bien que tous les voyants soient au rouge, un biais cognitif des dirigeants israéliens et particulièrement du Premier ministre Benjamin Netanyahou est empêché d'interpréter tous ces signaux. Cependant, il faut se rendre compte que depuis le 7 octobre, beaucoup de choses ont été publiées sur ces signaux, dont on ne disposait pas le 8 octobre, mais dont on dispose aujourd'hui. Et notamment par la presse israélienne, il faut le dire. Oui. Pas que, mais... Notamment par la presse israélienne, mais aussi par la presse des États qui ont prévenu auparavant. Donc, la presse israélienne nous explique que, à l'été, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, mais qu'il était à ce moment-là déjà, a expliqué en Conseil des ministres que c'était une préparation extraordinaire auquel se livrait le Hamas et qu'il allait attaquer de manière imminente. Et là, le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a licencié, l'a révoqué parce qu'il avait osé dire ça en Conseil des ministres. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les alertes étaient très claires, limpides. Et le principal syndicat israélien, qui est un syndicat de gauche, a alors organisé une grève générale pour exiger la réintégration de Yoav Gallant au gouvernement. Donc il faut se rendre compte, un syndicat de gauche qui lui savait pourquoi on l'avait mis à la porte, ça n'était pas public la raison de sa révocation, a fait cette grève générale alors que c'est un homme de droite. Et qu'il y avait même beaucoup de raisons pour que ce syndicat soit politiquement contre ce ministre. Pourtant, il exigeait sa
sa réintégration, et il l'a obtenu. Donc, ça implique qu'il y a eu un débat pendant plusieurs mois extrêmement intense au sein du gouvernement israélien. Avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre. Voilà. D'où la question, Benjamin Netanyahou est-il un crétin qui n'a écouté personne parce qu'il est obtus, ou Benjamin Netanyahou est-il lui-même impliqué dans la préparation des attaques du 7 octobre? Donc pour répondre à cette question, à laquelle personne ne peut répondre, ni par oui ni par non aujourd'hui, pour répondre à cette question, il faut une commission d'enquête de l'État israélien. Il y a des procédures en Israël qui permettent d'avoir une commission indépendante pour enquêter là-dessus. Mais Benjamin Netanyahou s'y oppose fermement. Elle a été demandée par plusieurs groupes au sein de la Knesset, plusieurs autorités civiles israéliennes, et lui s'y oppose, de même que les forces de défense israéliennes s'y opposent pendant la guerre. Mais ils ont dit que c'était possible après. Voilà. Donc il a été d'ailleurs contraint, Netanyahou, il y a 1 ou 2 mois, de reconnaître en partie qu'il fallait faire un peu de la lumière sur les circonstances du 7 octobre, puisqu'il y a une forte pression, il faut le dire, en Israël, qui l'interroge sur son rôle. Et il y a aujourd'hui environ 1/3 des Israéliens qui croient que Benjamin Netanyahou est co-responsable à côté de le canal historique des frères musulmans, du Hamas, et co-responsable de l'attaque du 7 octobre. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, Benjamin Netanyahou instrumentalise cette opération du 7 octobre. Et il sert beaucoup d'intérêt, y compris en Europe, où on aime bien dire, voyez, les Arabes sont tous des terroristes. Il instrumentalise ça pour défendre sa vision d'un ordre nouveau au Proche-Orient. Vous savez que l'opération actuelle contre Gaza s'appelle Épée de fer, mais le Premier ministre voulait que ça s'appelle l'opération de la Genèse. Parce ou résurrection, quelque chose comme ça. Maintenant, il vient cette semaine de proposer que ça s'appelle Opération Résurrection, mais au début, ça s'appelle Opération Genèse. Donc, on voit que ce qu'il souhaite, c'est dire que cette opération n'a pas pour but de détruire le Hamas, a pour but de créer un nouvel ordre au Proche-Orient. Entre-temps, il a employé cette expression de nouvel ordre au Proche-Orient. C'est la dénomination de l'opération qui a visé à assassiner Hassan Nasrallah au Liban et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza. Donc on voit que le Premier ministre israélien et ses alliés au sein du gouvernement, ça n'est qu'un petit groupe au sein du gouvernement, mais c'est lui qui tient tout le pouvoir, a pour objectif non pas de venger les crimes du 7 octobre, mais d'instrumentaliser ces crimes, d'instrumenter ces crimes pour réaliser l'objectif initial des sionistes révisionnistes, qui n'a aucun rapport avec les sionistes tout court, des sionistes révisionnistes, je parle des adeptes de Vladimir Jabotinsky, de créer un État qui aille du Nil à l'Euphrate. C'est pourquoi ils organisent le nettoyage ethnique de Gaza, des pogroms anti-arabes en Cisjordanie et le début du nettoyage ethnique au Liban, après avoir organisé la guerre
en Syrie. Quand tu parles de pogrom anti-arabe en Cisjordanie, donc il faut préciser que même les autorités américaines ont demandé à Netanyahou de limiter les descentes, les ratonnades, on va dire ça comme ça, les descentes de colons en Cisjordanie, dans les villages arabes, qui donnent lieu à des exactions dignes de ce qui s'est passé en 47 et 48 pour faire fuir les Arabes. Oui, alors l'expression pogrom a été employée par des hauts dirigeants israéliens et par des hauts dirigeants des États-Unis. Elle est tout à fait applicable à la manière dont on traite certains Arabes en Cisjordanie. Et attention, vous savez que la Cisjordanie, dans son ensemble, n'est pas occupée par l'armée israélienne, mais une partie de la Cisjordanie l'est. Et avant l'arrivée de la coalition de Benjamin Netanyahou au pouvoir, l'armée israélienne avait démantelé des colonies juives à Gaza. Ça, c'est avec Ehud Barak que ça avait été fait. Et elle en avait également démantelé en Cisjordanie. Et lorsqu'il y a eu des pogroms en Cisjordanie, l'armée israélienne s'est opposée à ces pogroms. Il y a eu des jugements, tout ça. Bon. Et l'armée israélienne a tenté d'y mettre fin. Mais depuis que Benjamin Netanyahou et les kahanistes sont au pouvoir, c'est-à-dire les kahanistes, c'est les suprémacistes juifs, adeptes du rabbin Meir Kahan, qui sont eux-mêmes un sous-groupe des disciples de Vladimir Jabotinsky. Et donc, ils ont reformé une alliance ensemble alors qu'ils n'étaient plus ensemble pendant une trentaine d'années. Donc, ce groupe s'est reformé et ce groupe, à nouveau, a commencé des pogroms, et il a commencé bien avant le 7 octobre. Ils ont attaqué des villages palestiniens, ils ont brûlé des maisons, brûlé des voitures et assassiné des gens qui étaient pacifiques à cet endroit-là. Et là, lorsque ça a lieu, l'armée israélienne n'intervient plus. Au contraire, l'armée israélienne encercle le village pour que les gens ne puissent pas s'enfuir. Donc ça a commencé avant le 7 octobre et le gouvernement des États-Unis a tenté de s'y opposer. Alors, il n'a tenté de s'y opposer, en fait, qu'après la conférence qui a été organisée par les amis de M. Netanyahou à Jérusalem. Ce devait être en janvier, mais je ne suis plus sûr de la date. Donc il y a eu une conférence qui a été organisée de tous les partisans de la colonisation, en général, la colonisation, on ne dit pas où, mais il s'agissait de coloniser à la fois Gaza et la Cisjordanie. C'est dans le titre de la conférence. Ça s'est tenu à Jérusalem, et là, ils ont fait intervenir un rabbin qui avait été condamné par la justice israélienne. Je sais plus, une peine de prison très lourde, mais qui avait été libéré, on ne sait pas trop comment, par les sionistes révisionnistes. Et ce rabbin est intervenu en disant qu'il allait reconstituer le groupe Stern. Donc le groupe Stern, c'est un groupe de sionistes révisionnistes qui, pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et après, ont défendu les intérêts de l'Axe contre les intérêts des Alliés. Ils ont organisé des attentats, il faut le dire, c'est un mouvement dit terroriste qui a commis des attentats contre la présence britannique en Palestine à l'époque.
Oui, ce sont des gens qui ont discuté pendant la guerre mondiale avec les nazis. Alors ils n'ont pas réussi à faire cette alliance avec les nazis, mais certains autres sionistes révisionnistes ont fait alliance avec les nazis, notamment en Bulgarie, pendant toute la guerre, jusqu'à ce que le Reich s'effondre. Hein. Et de toute manière, tous ont maintenu en Israël, ils ont maintenu des liens avec Benito Mussolini jusqu'à son renversement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après la guerre mondiale, ces gens ont assassiné au Caire le ministre britannique de la colonisation, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, le ministre des colonies, je ne sais plus. Ils l'ont assassiné au Caire, et ce sont eux qui ont assassiné le représentant spécial des Nations Unies, le comte Folke Bernadotte, en Palestine mandataire, la Palestine occupée par les Britanniques. Et ils l'ont assassiné parce qu'il venait créer un État palestinien. Donc c'est exactement la situation que l'on trouve aujourd'hui. Donc quand les États-Unis ont vu que ces gens voulaient menacer de reconstituer le groupe Stern, ils ont pris des mesures internationales contre ce petit groupe. Donc ça s'applique désormais aussi en France. Vous ne pouvez pas envoyer d'argent à ce groupe en Israël, ni partout dans le monde. Tous leurs comptes sont bloqués dans les pays de l'OTAN. Et là, comme ce groupe de colons israéliens est en train de préparer la colonisation de Gaza, de la ville de Gaza. Vous savez que l'armée israélienne, pendant qu'on se bat au sud de Gaza, l'armée israélienne a dynamité un couloir, ce qu'on appelle le couloir de Netzarim, qui divise la bande de Gaza en deux. Il y a les 2 tiers au sud, où il y a les combats, et 1 tiers au nord, qui a été largement bombardé, où il n'y a que des ruines. Donc le couloir de Netzarim les sépare, et depuis une semaine, l'armée israélienne veille à évacuer les environ 300 000 Palestiniens qui survivent dans ces ruines. Donc il s'agit de les évacuer pour permettre la colonisation de ces ruines. Donc à titre d'expérimentation, le groupe des colons est rentré dans le nord de la bande de Gaza et en une journée a réussi à construire une maison en bois. Donc c'est pour dire qu'ils peuvent, en un temps record, construire des habitations dans ces décombres. Ils se sont retirés après. Donc voilà, ce qui se prépare n'a rien à voir avec ce qui est dit officiellement par le gouvernement de Benjamin Netanyahou et parce que la population israélienne a conscience. Ils n'ont pas conscience de ça. Ce que je vous raconte n'est connu que des gens qui ont une connaissance précise de ce que fait l'armée israélienne à Gaza. On y reviendra de toute façon dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, pour repiquer un peu avec l'actualité, tout le monde attend la riposte israélienne aux frappes balistiques de l'Iran, de Ansar Allah et du Hezbollah, mais surtout de l'Iran. Manifestement, il y a une intense activité diplomatique américaine pour éviter une riposte trop violente. Et une question commence à se poser, est-ce que l'Iran dispose de l'arme nucléaire? Est-ce que les États-Unis ont peur
d'un embrasement nucléaire au Proche-Orient? Alors, premièrement, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires et l'Iran ne veut pas en avoir depuis 1988. Vous savez que l'Iran du Shah est au début de la République islamique. L'Iran avait une recherche nucléaire militaire très avancée avec l'aide de la France et le consortium Euratom. Mais en 1988, il y a eu, c'était la guerre Iran-Irak, il y a eu une attaque très violente irakienne avec des missiles non guidés qui ont frappé des villes iraniennes. Ça fait des dégâts terribles. Quand vous allez en Iran, les gens souffrent toujours de ces dégâts. Vraiment, ça a été terrible. Et à ce moment-là, l'imam Khomeini a dit, mais quand on est humain, on ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas avoir des armes non guidées qui tuent les civils comme ça, de manière indistincte, en grand nombre. Et donc, on ne peut pas avoir d'armes atomiques. Il a donc interdit que l'on fabrique une arme atomique, qu'on en stocke ou qu'on utilise en Iran. Quand il parlait d'armes atomiques, il parlait d'armes stratégiques, des armes contre des civils. Ça n'est pas une interdiction contre des armes tactiques, c'est-à-dire des armes sur le champ de bataille. Ça, c'est deux choses différentes. Mais l'idée d'Hiroshima ou Nagasaki, ça n'est pas acceptable pour l'ayatollah Khomeini. Et aujourd'hui, cette interdiction est toujours valide en Iran. Et il n'est pas question de la remettre en cause. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qui s'est passé le 1er octobre avec la réplique israélienne, ou différents assassinats ciblés qui ont eu lieu d'Israël en Iran même, mais aussi contre l'ambassade d'Iran en Syrie et contre des intérêts iraniens au Liban, dont l'assassinat de l'envoyé spécial iranien aux côtés d'Hassan Nasrallah. Tout ça, c'est légal en droit international, absolument légal. Il est illégitime pour Israël d'avoir assassiné le représentant spécial de l'Iran au Liban. Il est illégal d'avoir assassiné le général qui était dans la... Enfin, pas simplement de l'avoir assassiné, mais d'avoir bombardé la représentation diplomatique iranienne en Syrie. Et il est illégal pour Israël d'avoir attaqué le territoire iranien, quelle que soit la personne qui l'ait tué là-bas. Donc tout ça, logiquement, l'Iran y a répondu et l'a expliqué au Conseil de sécurité. Il y a une lettre qui a été envoyée au Conseil de sécurité en donnant tous les détails. Lors de son attaque, le 1er octobre, l'Iran n'a utilisé que des missiles guidés. Ils ont tous été envoyés sur des cibles militaires, jamais sur des cibles civiles. Donc, ont-ils touché leurs cibles? Nous ne savons rien en raison de la censure militaire en Israël. Cependant, il est clair par des images satellites qu'il y a au moins une base militaire israélienne qui a été gravement endommagée, même si M. Yoav Gallant nous dit le contraire. Mais voilà, je n'en sais rien.
Dans la pratique, est-ce qu'on peut, pour conclure cette interview, mais dont on redit qu'elle s'appuie chaque fois sur des éléments mouvants, puisque l'actualité se fait, donc rien n'est gravé dans le marbre, est-ce qu'aujourd'hui tu as la perception que les États-Unis cherchent à calmer les Israéliens et à provoquer une désescalade du conflit? Eh bien non, j'ai l'impression que les États-Unis eux-mêmes sont divisés. Il y a un groupe aux États-Unis qui est totalement aligné sur les sionistes révisionnistes. Ce sont les straussiens, les néoconservateurs, on dit ici, qui eux pensent que il faut que Israël continue sa conquête du Moyen-Orient. Et ce groupe est présent à la fois au sein du Parti démocrate et au sein du Parti républicain. Vous savez, le gendre de Donald Trump qui a dit qu'il fallait continuer le travail. Le massacre n'est pas fini, il faut le continuer. C'est ce qu'il a dit. Et vous avez de l'autre côté un groupe réaliste qui d'abord est horrifié par le massacre auquel se livrent les sionistes révisionnistes avec l'armée israélienne, et qui, au-delà d'être choqué par ce massacre, ce groupe est réaliste en ce sens qu'il sait que si l'on va vers la guerre mondiale, les forces des États-Unis sont moins puissantes que celles de la Russie. Donc ça, c'est l'avis qui est aujourd'hui dominant au sein de l'état-major des armées états-uniennes. Donc cet état-major s'est opposé déjà à ce qu'on monte un cran dans la guerre en Ukraine, en attaquant la Russie en profondeur, et s'oppose aujourd'hui à ce que Israël s'attaque en profondeur à l'Iran. Mais ce groupe, même s'il est ultra majoritaire aux États-Unis, ne représente pas tout le pouvoir aux États-Unis. Selon toi, est-ce qu'il y a un risque que finalement Netanyahou n'impose sa ligne extrémiste et ne provoque des dégâts? On a vu qu'officiellement l'état-major américain dit si votre riposte est trop disproportionnée, nous ne vous aiderons pas à contrer la riposte iranienne. Est-ce qu'il y a un risque que Benyamin Netanyahou passe outre et se livre à une riposte disproportionnée? Benyamin Netanyahou est minoritaire dans son propre pays. Ça, il faut l'avoir en permanence en tête. Donc, moi, je ne pense pas qu'il puisse lancer une attaque sur 7 fronts. Il a dit qu'il y avait 7 fronts différents, hein, puisqu'il y a la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen et l'Iran. Il ne va pas pouvoir lancer une attaque sur 7 fronts en même temps si, au sein de son armée, la majorité des officiers lui sont opposés. Mais il pourra toujours lancer une partie de cette attaque, parce que une partie de ses officiers sont sur la même ligne que lui. Et cette remarque, elle est valable aussi pour les États-Unis. Il y aura toujours aux États-Unis quelques généraux qui vont se mettre sur la ligne belliciste. Alors, est-ce que les gens réalistes vont être plus nombreux pour calmer le jeu? Aux États-Unis, peut-être, mais au Moyen-Orient, ça n'est déjà pas le cas. Puisque nous voyons que
l'armée israélienne progresse. Je disais, on se prépare à une recolonisation du nord de la bande de Gaza, et au même moment, on voit que l'armée israélienne progresse en territoire libanais. Dans un premier temps, avant d'envahir le Liban, l'armée israélienne a brûlé les champs au sud du fleuve Litani, dans les 20 km là, du sud du Liban, et puis elle a envahi cette zone. Les gens ont commencé à fuir. Il y a 100 000 personnes qui ont quitté le sud du fleuve Litani, et maintenant l'armée israélienne exige que la population entre le fleuve Litani et la rivière Al-Walabi fuit à son tour pour pouvoir envahir cette zone. Donc elle progresse étape après étape. Nous assistons bien à une colonisation du Liban. Ça n'a aucun rapport avec le Hezbollah, ce que l'on voit là. Ça n'a aucun rapport non plus avec l'application de la rédaction initiale de la résolution 1701, pas celle qui a été votée par l'ONU, mais celle qu'avait rédigée Victoria Nuland, qui prévoyait que le Hezbollah se retire au nord du fleuve Litani. Il s'agit de coloniser le Liban. Donc ça, ce programme, c'est celui des sionistes révisionnistes. Ça n'a aucun rapport avec l'idéal sioniste d'avoir une terre pour le peuple juif. Ça n'a aucun rapport avec la volonté de la majorité des Israéliens. Mais c'est ça que cette armée est en train de faire. Bon, merci Thierry. On se retrouve mercredi prochain. On parlera avec Édouard Husson. Oui. On adaptera le sujet à l'actualité. Et puis, eh bien, écoute, merci de toutes ces précisions. Et on te retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Alors, j'en profite pour préciser que l'émission de la semaine dernière est disponible sur notre chaîne de podcast sur Ocha, mais on peut la trouver sur Spotify, sur d'autres canaux de distribution. Il faut que les gens s'abonnent à ton excellente lettre sur ton site voltairenet.org. Et il faut qu'ils passent un peu de temps sur mon site internet. Il y a une quantité, il y a 100 000 articles là-dessus. Il y a une très grande quantité d'informations accumulées depuis 30 ans sur ce site internet. C'est le plus vieux site internet consacré à la politique internationale. Et vous trouverez une masse d'informations et de références pour vous cultiver sur ce sujet. Donc on redit l'adresse voltairenet.org. voltairenet.org. Et puis ben voilà, je voulais en reparler. À très bientôt Thierry. À bientôt.